Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo sur le fichier de test du chapitre matrice. Ici vous avez le sommaire et on va poursuivre dans cette deuxième vidéo à partir du paragraphe rang de la somme de deux matrices. Voilà, on s'était arrêté ici dans la première vidéo. Donc je vais tout de suite au rang de la somme de deux matrices. Et on commence avec cette question-là. En fait, dans ce slide, on va se poser plusieurs fois, il y aura plusieurs questions sur le rang de la somme de deux matrices. Et on commence par la première question. Vrai ou faux, est-ce que la somme de deux matrices de rang 1 est toujours également de rang 1? Bon, pour des matrices n croix n carré. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, c'est faux. Vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce qui pourrait justifier que ce soit vrai. Et souvent en maths, s'il n'y a pas de bonne raison pour que ce soit vrai, ben, souvent c'est faux. Et donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas de bonne raison de penser que c'est vrai, une stratégie, c'est de chercher un contre-exemple. Et voilà un contre-exemple assez simple dans lequel ben voilà, c'est deux matrices de rang 1, hein, c'est la projection sur le premier axe de coordonnées, projection sur le deuxième axe de coordonnées. Elles sont toutes les deux de rang 1 et le rang de la somme. La somme, c'est l'identité, donc le rang de la somme vaut bien sûr 2. Question suivante. Donc de même nature, enfin dans le même genre. Cette fois-ci, on se demande est-ce que la somme de deux matrices de rang 1 n'est jamais de rang 1, vrai ou faux? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Bah, la réponse, c'est à nouveau faux. Hein. Cette fois-ci, si on a pris deux fois la même matrice, qui est la projection sur le premier axe de coordonnées, eh bien la somme des deux, ce sera la matrice 2, 0, 0, 0, elle aura encore pour rang 1. Question suivante. Encore une question de même nature. Cette fois-ci, on demande vrai ou faux, est-ce que la somme de deux matrices de rang 1 est de rang soit 1, soit 2? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Bah, la réponse, c'est encore faux. Et cette fois-ci, il suffit de prendre une matrice et la matrice opposée, toutes les deux de rang 1. Et la somme des deux matrices, c'est la matrice nulle qui est de rang 0. Question suivante. Vrai ou faux, est-ce que la somme de deux matrices de rang 1 est de rang inférieur ou égal à 2? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Ben, cette fois-ci, c'est vrai. Et voilà la justification qui demande un petit peu plus d'explication. La justification, c'est que si vous considérez l'espace vectoriel im de A plus im de B, qui est la somme de l'image de A et de l'image de B, ben cet espace vectoriel, il contient chacune des colonnes de la matrice A plus B, puisque chacune des colonnes de la matrice A plus B, c'est la somme d'un vecteur d'une colonne de A et d'une colonne de B. Donc c'est la somme d'un vecteur de im de A et d'un vecteur de im de B. Donc chacune des colonnes de A plus B est dans cet espace. Et d'après la formule de Grassmann, ben, la dimension de cet espace, c'est inférieur ou égal à la somme des dimensions, puisque c'est égal à la somme des dimensions moins la dimension de l'intersection. Et donc, j'aurais dû écrire que cette somme des dimensions ici est égale à 2. Voilà la justification. Et on passe à la question suivante. Et je suis revenu au sommaire pour vous montrer où nous en y étions. Donc on a fait ce paragraphe sur la somme de deux matrices. Et maintenant, on va attaquer le paragraphe suivant, qui est le rang d'une matrice générique. Et ce paragraphe, je l'ai mis en complément. Donc, dans les slides qui suivent, en fait, dans les 5 slides 25 à 28 inclus, excusez-moi, 24 à 28 inclus, voilà, je l'ai écrit ici, dans les 5 slides 24 à 28 inclus, on va s'intéresser. Voilà, cette fois-ci on y est. J'ai écrit devant le bon paragraphe.
Donc cette partie, slide 24 à 28 inclus, c'est une partie que vous pouvez laisser de côté en première intention, partie complément sur le rang d'une matrice générique. Et donc je vais à la première, au slide 24 maintenant. Alors pourquoi est-ce que ces questions sont considérées comme des compléments? C'est parce que la notion d'application linéaire générique, c'est quelque chose que qui n'est pas très simple à définir de façon rigoureuse, donc il n'y a pas de définition rigoureuse dans le cours. En revanche, c'est intéressant pour la compréhension, c'est utile pour votre compréhension de manipuler un petit peu cette notion. Donc c'est ça le but des questions qui suivent. Et on commence avec cette première question. Quelle est la dimension du noyau d'une forme linéaire générique sur R3, donc de R3 à valeur dans R? Donc générique, ça signifie une forme linéaire prise au hasard. Donc la dimension du noyau, elle prend pas forcément toujours la même valeur, mais si la forme linéaire est prise au hasard, dans la plupart des cas, elle prend une certaine valeur qu'on vous demande dans la question. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que génériquement, le noyau est de dimension 2. Et la justification, la justification, c'est parce que génériquement, la forme linéaire va être de rang 1. Alors, pourquoi ça? Parce que, comme c'est une forme linéaire, l'espace d'arrivée R est de dimension 1. L'espace d'arrivée R est de dimension 1. Et donc la dimension de l'image, c'est un sous-espace vectoriel inclus dans l'espace d'arrivée, donc la dimension de l'image, elle vaut soit 0, soit 1. Mais la dimension de l'image ne vaut 0 que si la forme linéaire est nulle. Parce que si la dimension de l'image vaut 0, c'est que l'image elle-même est réduite au vecteur nul. Donc ça ne se produit que si la forme linéaire est nulle. Autrement dit, si les trois coefficients ici de la forme linéaire sont nuls. Et ça, évidemment, ce n'est pas vrai pour une forme linéaire générique prise au hasard, pour laquelle les trois coefficients sont pris au hasard. Donc, génériquement, une forme linéaire est non nulle, et a donc une image de dimension 1, et donc de rang 1, et donc a un noyau de codimension 1. Théorème du rang. Et donc si la forme linéaire est définie sur R3, eh bien le noyau, génériquement, est de codimension 1, donc de dimension 2. Et on passe à la question suivante. Question suivante du même type. Quelle est la dimension du noyau de l'application linéaire définie par une matrice à 2 lignes et 3 colonnes générique? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que le noyau est de dimension 1, et à nouveau, c'est un argument de rang. La justification, c'est que le rang générique vaut 2. Et, comme toujours pour le rang, il y a deux manières de le voir, soit en considérant le rang des colonnes, et vous voyez, c'est écrit, les colonnes forment 3 vecteurs de R2, donc génériquement, ils engendrent R2 tout entier. Donc l'image est de dimension 2, rang égale 2. Ou bien le rang des lignes, les lignes forment 2 vecteurs de R3, génériquement, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc le rang des lignes vaut 2. 2 vecteurs de R3 pris au hasard, il n'y a aucune raison qu'ils soient collinaires. Et voilà la justification. Si le rang vaut 2, puisque l'espace de départ est de dimension 3, la codimension du noyau vaut 2, donc le noyau est de dimension 1. Et on passe à la question suivante. Toujours de même nature, cette fois-ci pour une application linéaire de R4 vers R3 générique, quelle est la dimension du noyau? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est 1, et c'est toujours la même justification, c'est un argument de rang. La justification, c'est que le rang vaut 3, et comme l'espace de départ est de dimension 4, eh bien la codimension du noyau vaut 3, donc la dimension du noyau vaut 1. Alors pourquoi est-ce que génériquement
le rang vaut 3, comme toujours, il y a deux manières de le voir. Soit en regardant le rang des colonnes, et les colonnes, ils forment 4 vecteurs de R3, et bien sûr, 4 vecteurs de R3 ne peuvent pas faire une famille libre, mais les 3 premiers vecteurs, génériquement, vont former une famille libre. S'ils sont pris au hasard, il n'y a aucune raison que les 3 premiers vecteurs soient coplanaires. Et donc, rien que les 3 premiers vecteurs, génériquement, vont engendrer tout R3. Donc le quatrième ne va pas contribuer davantage, mais en tout cas, l'image, génériquement, sera de dimension 3. Ou bien, vous pouvez regarder le rang des lignes, et les lignes forment 3 vecteurs de R4, et 3 vecteurs de R4, génériquement, il n'y a aucune raison qu'ils soient coplanaires. Il y a suffisamment de place dans R4 pour que les vecteurs ne soient pas coplanaires. Donc si vous regardez le rang des lignes, à nouveau, génériquement, le rang vaut 3. On pourrait aussi argumenter sur la forme que prend la matrice après échelonnement en ligne et en colonne. On aurait génériquement 3 pivots non nuls, par exemple. Bon, je ne vais pas le détailler sur la matrice, mais on aurait 3 pivots non nuls qu'on échelonne en ligne ou en colonne, génériquement. On passe à la question suivante. Encore une question du même type. Cette fois-ci, on se pose la question de la dimension du noyau d'une application linéaire de R2 vers R3. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que le noyau, génériquement, est réduit au vecteur nul. Autrement dit, l'application génériquement va être injective. Et c'est à nouveau un argument de rang. Soit vous regardez le rang des colonnes, et le rang des colonnes, les deux colonnes, ces deux vecteurs de R3, génériquement ils sont non collinaires, donc l'image va être de dimension 2, donc l'application sera de rang 2. Ou bien vous regardez les lignes c'est 3 vecteurs de R2, et rien que les deux premiers vecteurs lignes, à eux seuls, forment génériquement, il n'y a aucune raison qu'ils soient collinaires, donc ils forment génériquement une famille libre de R2, et le troisième vecteur ligne ne va rien vous rajouter, puisque les vecteurs lignes vivent dans R2, ils ne peuvent pas engendrer une dimension plus grande que 2, mais en tout cas, génériquement, le rang des lignes vaut 2. Donc le rang des colonnes vaut 2, le rang des lignes vaut 2, génériquement. L'espace de départ est de dimension 2, donc la codimension du noyau dans l'espace de départ vaut 2, le noyau est de dimension 0. On passe à la question suivante. Et c'est la dernière question sur le rang d'une application linéaire générique. Cette fois-ci, on se pose la question en toute dimension, vous voyez, pour une application de Kn vers Km, quelle est la dimension du rang parmi les 4 options proposées? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Donc la bonne réponse, c'est la réponse 3, hein, le minimum de m et de n. Alors, il y a en quelque sorte deux niveaux de justification. Une première justification très simple, c'est que comme le rang des lignes est égal au rang des colonnes, le rang n'y peut pas excéder le nombre de lignes ni le nombre de colonnes. Donc le rang est toujours inférieur ou égal à min de m et de n. C'est d'ailleurs une question de test qu'on avait déjà vue, je pense, je suis sûr, dans les tests du chapitre application linéaire. Hein, pour une application linéaire, on avait dit le rang de l'application est inférieur ou égal à la dimension de l'espace de départ et à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc finalement, la seule bonne réponse possible, c'est la réponse 3. Mais ensuite, on peut quand même essayer de justifier pourquoi effectivement min de Mn est effectivement le rang générique d'une matrice. Et pour ça, la justification, c'est que, alors, ce n'est pas une justification très rigoureuse, puisqu'on n'a même pas défini tout à fait rigoureusement ce que ça veut dire génériquement, mais en tout cas, la justification intuitive, c'est que si vous prenez une famille de P vecteurs de RK, tant que vous avez suffisamment de place, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas plus de vecteurs que de dimensions, donc tant que P est plus petit que K, tant que le nombre de vecteurs n'est pas plus grand que le nombre de dimensions, génériquement, la famille est libre. C'est intuitif, pensez dans R3,
jusqu'à 3 vecteurs de R3, génériquement, forment une famille libre. À partir de 4, elle est forcément liée. Voilà. Donc ça, c'est un résultat qui est vrai en général. Et du coup, pour une matrice M croix N, eh bien, vous allez trouver assez facilement, grâce à cet argument, que le rang vaut le min de M et de N. Et voilà les deux justifications. Enfin, on a distingué deux cas, suivant que, premier cas, M inférieur ou égal à N, c'est-à-dire il y a le nombre de lignes est inférieur ou égal au nombre de colonnes. Et deuxième cas, le nombre de lignes est supérieur ou égal au nombre de colonnes. Donc c'est les deux cas ici que j'ai dessiné. Et dans chaque cas, vous pouvez regarder soit le rang des lignes, soit le rang des colonnes. Et l'argument est légèrement différent puisque, suivant que M est inférieur ou égal à N ou M supérieur ou égal à N, ben, voilà, vous allez... Enfin, voilà, je pense que le mieux, c'est que je vous laisse lire l'argument écrit, qui est relativement simple et qui s'appuie sur ce qui figure au-dessus, mais l'argument est légèrement différent, enfin, se présente légèrement différemment dans ces deux cas-là. M inférieur ou égal à N et M supérieur ou égal à N. Et on en a terminé sur ces questions sur le rang générique. Je veux dire le rang d'une matrice générique. Voilà, donc je suis revenu au sommaire pour vous aider à voir où on en est. Ça, c'est fait. Et donc on va passer au paragraphe suivant, les opérations sur les matrices, où il y aura quelques questions assez rapides. Voilà, on y va. Alors vous voyez, là on est dans un paragraphe. Donc là on est dans un paragraphe, vous voyez, opérations sur les matrices, espace vectoriel des matrices. Autrement dit, on va utiliser le fait que les matrices, on peut les additionner et les multiplier par des scalaires. Elles forment un espace vectoriel pour des matrices de dimension donnée. Hein. Et cette question-là est liée un petit peu à cette structure d'espace vectoriel. On regarde la rotation d'angle θ. Alors, la rotation d'angle θ, c'est à la fois une transformation de R2, mais on peut aussi l'identifier à sa matrice de 2, la matrice de la rotation d'angle θ. Et comme on peut additionner les matrices et donc les soustraire aussi, et aussi les multiplier par des scalaires, donc aussi les diviser par des scalaires, ben on peut regarder cette quantité, à condition qu'elle existe, mais en tout cas on peut essayer de regarder la dérivée de cette matrice par rapport à θ, si cette dérivée existe. Alors la dérivée existe puisqu'on vous demande l'expression qu'elle prend parmi les 4 options suivantes. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est la réponse 2. Et donc, la réponse 2, c'est aussi la matrice de la rotation d'angle π sur 2. Alors, une justification possible, c'est de le voir par calcul direct de la dérivée par rapport à θ en θ égale 0 de cette matrice. Autrement dit, puisque quand vous les additionnez, vous soustrayez ou vous multipliez par des scalaires, c'est comme faire ça sur chacune des composantes. Ben en fait, il suffit de regarder la dérivée par rapport à θ en θ égale 0 de chacun des termes de cette matrice. Quand vous faites ça, ben vous obtenez que la dérivée vaut cette matrice-là. Réponse 2. Et puis, vous avez une autre justification un petit peu plus intuitive qui est illustrée par le dessin ci-dessus. C'est que si vous... donc vous partez de θ égale 0 et vous regardez la différence entre l'identité, qui serait pour θ égale 0, et la rotation d'angle θ petit, bah la différence, c'est quelque chose qui est une transformation qui vous envoie comme ça, la rotation d'angle petit moins l'identité, ça envoie le vecteur initial, en gros sur un petit vecteur vertical de taille dθ, et le vecteur vertical sur un vecteur horizontal vers la gauche de taille dθ. Donc quand vous divisez par dθ et que vous prenez la limite, ben, vous obtenez la rotation d'angle π sur 2 sur ces deux vecteurs, puisque l'image sera le vecteur. L'image du premier vecteur de base sera ce vecteur-là, et l'image du second vecteur de base sera ce vecteur-là, après division par dθ. Voilà, donc une justification géométrique. Bon, c'était une petite question test pour illustrer la structure d'espace vectoriel de ces matrices. Et on passe à la question suivante. Question suivante, cette fois-ci, vous voyez, on est passé sur le paragraphe produit matriciel. Et pour ces deux matrices-là, la question qu'on pose, c'est quel produit peut-on effectuer?
effectuer. AB, BA, les deux, aucun. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Donc la réponse, c'est AB seulement. Je pense que c'est une question qui ne vous est pas parue très difficile, tout simplement parce que l'espace d'arrivée pour la matrice B est de dimension 3, et c'est aussi la dimension de l'espace de départ pour la matrice A. Voilà. 3 ici à l'arrivée, 3 ici au départ pour la matrice A. Donc on peut faire AB, c'est-à-dire B puis A. Puis A. À l'inverse, on ne peut pas faire BA, puisque l'espace d'arrivée associé à la matrice A serait de dimension 2. Donc ce n'est pas compatible avec l'espace de départ de la matrice B qui est de dimension 3. On passe à la question suivante. Question de même nature pour ces deux matrices-là. Les dimensions ont changé. Quel produit peut-on effectuer? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Normalement, la question devrait vous paraître facile. Et voici la réponse. La réponse, c'est les deux. Hein. On peut multiplier les matrices. On peut faire le produit AB et le produit BA. Et pour illustrer les dimensions, je vous ai mis les produits obtenus. Bien sûr, les produits obtenus, c'est des matrices qui n'ont pas les mêmes dimensions. Ça dépend de... C'est lié aux dimensions de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée pour ces matrices ou pour les applications linéaires associées à ces matrices. On passe à la question suivante. Question encore de même nature. Pour ces deux matrices, quel produit peut-on effectuer? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. La question doit vous paraître facile. Et voici la réponse. La réponse est à nouveau qu'on peut faire le produit dans les deux sens. Et à nouveau, les produits obtenus sont des matrices qui n'ont pas les mêmes dimensions. Vous voyez, AB, c'est produit d'une matrice ligne à gauche par une matrice colonne à droite de même taille. Bah, le produit, c'est juste un scalaire ou une matrice 1,1, alors que BA est une matrice 3,3. Question suivante. Alors c'est une question qui est un petit peu liée au cas précédent, sauf que c'est un peu plus général, puisque maintenant les rangs des deux matrices, c'est une matrice colonne de taille n et une matrice ligne de taille n. Donc on sait, hein, d'après la question précédente, qu'on peut faire les produits dans les deux sens. Et la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire du rang? Qu'est-ce qu'on peut dire du rang pour les matrices, pour la matrice AB, pour la matrice BA, etc. Donc on vous demande combien d'assertions, lesquelles parmi les assertions suivantes sont toujours vérifiées. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Attention, c'est un petit peu... Enfin, ça vaut le coup de prendre le temps de réfléchir avant de donner votre réponse ici. Et voici la réponse. Ben, la réponse, c'est que les 4 assertions sont vérifiées. Mais évidemment, ce qui est surtout important, c'est que les 2 dernières assertions seront vérifiées, puisque les 2 dernières assertions, elles entraînent les 2 précédentes. Donc il suffit de se limiter à justifier les 2 dernières assertions, c'est-à-dire que le rang, quel que soit l'ordre de composition, le rang est inférieur ou égal à 1. Alors si vous vous souvenez du slide précédent, si vous faisiez d'abord B, puis A, vous obteniez une matrice 1,1. Donc c'est normal que le rang soit inférieur ou égal à 1 dans ce cas-là. Donc ce cas-là, en quelque sorte, est facile. D'accord? Le cas précédent, le cas 3, est un tout petit peu plus difficile. Et la justification, c'est un test qu'on avait fait dans le chapitre application linéaire. C'est que si vous composez 2 applications linéaires, bah, le rang de la composée est inférieur ou égal au rang de chacune des 2 applications linéaires. Donc la version matricielle, c'est que si vous prenez le rang du produit de 2 matrices, le rang du produit est inférieur ou égal au rang de chacune des 2 matrices. Or, ces 2 matrices n croix 1 et 1 croix n, elles ont au plus pour rang 1, puisque le rang ne peut pas excéder ni le nombre de lignes, ni le nombre de colonnes. Et donc du coup, le rang du produit est inférieur ou égal à 1, même si le produit est une matrice carrée de taille n, ce qui est le cas pour la matrice AB. La matrice AB ici, c'est une matrice n croix n, alors que la matrice BA, c'est une matrice 1 croix 1. Voilà, j'ai un peu gribouillé, mais
J'espère que vous avez saisi les justifications. Et on passe à la question suivante. Question suivante. Donc, vous savez que si on multiplie deux scalaires et si le produit de deux scalaires vaut 0, alors c'est que un des deux scalaires vaut 0. La question, c'est la même question qu'on se pose, mais pour des matrices. Si le produit AB est la matrice nulle, j'aurais dû écrire la matrice nulle, alors l'une des deux matrices A et B est la matrice nulle. Vrai ou faux? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est faux, et donc il faut produire un exemple pour lequel c'est faux. Voilà un exemple tout simple. Vous prenez la première matrice, l'une des deux matrices, vous prenez la projection sur l'axe des abscisses, et la deuxième matrice, la projection sur l'axe des ordonnées dans R2 de matrice de 2. Bien sûr, aucune des deux matrices n'est la matrice nulle. En revanche, la composée des deux matrices, si vous projetez d'abord sur l'axe des abscisses, puis ensuite sur l'axe des ordonnées, ou dans l'autre ordre, de toutes les façons, ça donne la matrice nulle, la transformation qui envoie tout vecteur sur 0. Et on passe à la question suivante. Et avant ça, un petit point sur où nous en sommes dans le sommaire du fichier de test. On a terminé le paragraphe opération sur les matrices, puisqu'on a fait une petite question sur la structure d'espace vectoriel, puis on a fait quelques questions sur le produit matriciel. Et donc maintenant, on attaque la section matrice carrée. Et on commence avec cette question. Et cette question, elle porte sur l'interprétation de ce que c'est qu'une matrice triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure en termes de l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice, donc en termes de la transformation linéaire associée à la matrice. Ici, il s'agit de matrices carrées. Mn de K, c'est les matrices n croix n. Une des deux assertions suivantes est vraie. Est-ce que, vous voyez, l'espace vectoriel engendré par les k premiers vecteurs de base est stable, ou est-ce que l'espace engendré par les k derniers vecteurs de base est stable par la transformation linéaire? K premier, k dernier. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que c'est la première assertion qui est vraie. Et pour le justifier, je vais aller slide 36 des notes de cours que j'ai préparées ici. Et vous voyez, donc on avait bien, la question portait bien sur une matrice triangulaire supérieure. Donc si on va dans les notes de cours, une matrice triangulaire supérieure, par définition, c'est ce cas-là. La matrice, elle est notée ici U, U comme upper, triangulaire supérieur. Et ce que vous voyez, c'est que, par exemple, si on prend le premier vecteur de base, epsilon 1, son image est proportionnelle à lui-même. Et le deuxième vecteur de base, epsilon 2, son image est inclus dans les... n'a des composantes que suivant epsilon 1, epsilon 2, etc. etc. Donc c'est bien l'espace vectoriel des k premiers vecteurs de base qui est invariant, qui est stable par l'application linéaire. Et on passe à la question suivante. Parmi les assertions suivantes, combien sont vraies? Alors, ça concerne à chaque fois le produit de deux matrices d'un certain type, et on se demande si le produit est encore du même type. D'abord, pour deux matrices diagonales, est-ce que le produit est encore diagonal? Ensuite, pour deux matrices triangulaires supérieures, est-ce que le produit est encore triangulaire supérieur? Et pour des matrices triangulaires inférieures, est-ce que le produit est encore triangulaire inférieur? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est que les trois assertions sont vraies. Et il y a en gros deux manières de le justifier. Soit vous pouvez le justifier calculatoirement en regardant le produit matriciel.
Voilà, j'ai indiqué ici pour préciser. Mais une meilleure démonstration, c'est pour ça qu'on a fait la question du slide précédent, c'est de s'appuyer sur l'interprétation des les propriétés des transformations linéaires associées aux matrices diagonales, triangulaires supérieures, triangulaires inférieures. Et si vous regardez la propriété du slide précédent, je vais y aller, hein, la propriété du slide précédent, le fait que les k premiers vecteurs de base forment un sous-espace vectoriel, enfin engendrent un sous-espace vectoriel invariant par l'application linéaire, bah ça va être vrai aussi pour la composée de deux applications linéaires. Donc la composée de deux applications linéaires associées à des matrices triangulaires supérieures, la matrice est encore triangulaire supérieure. Pour le produit de deux matrices triangulaires supérieures, c'est encore triangulaire supérieur. De même pour inférieur, et comme diagonale, bah, c'est être à la fois supérieur et inférieur, bah, c'est aussi vrai pour une matrice diagonale. Même si pour une matrice diagonale, on aurait pu aussi le justifier encore plus facilement, directement. On passe à la question suivante. Une petite question toute bête. Quelles assertions parmi les suivantes sont vraies, ou combien sont vraies? Toute matrice triangulaire est nilpotente, toute matrice nilpotente est triangulaire. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Eh bien, les deux assertions sont fausses. En fait, la première assertion est vraie sous l'assertion additionnelle, sous l'hypothèse supplémentaire. Excusez-moi, ce n'est pas une assertion, c'est une hypothèse, sous l'hypothèse additionnelle que les coefficients diagonaux sont tous nuls. Hein, voilà un exemple. Cette matrice-là, elle est bien nilpotente. Donc si vous êtes triangulaire supérieur avec des zéros sur la diagonale, là vous serez nilpotent, ou de même avec des zéros, un triangulaire inférieur avec des zéros sur la diagonale. En revanche, vous pouvez être nilpotent sans être ni triangulaire supérieur, ni triangulaire inférieur. Voilà un exemple. Hein, pour cette matrice-là, l'image et le noyau sont tous les deux égaux à la première diagonale. Vous voyez, les deux vecteurs colonnes sont dans la direction de la première diagonale. C'est des vecteurs opposés, mais ils sont tous les deux dans la direction de la première diagonale. Et les vecteurs de la première diagonale, ceux dont les deux composantes sont égales, c'est aussi des vecteurs du noyau. Donc la matrice composée avec elle-même donne la matrice nulle. Et on passe à la question suivante. Donc juste pour terminer, le point 2 donne bien un contre-exemple à la deuxième assertion. Une matrice peut être nilpotente sans être triangulaire. On passe à la question suivante. Alors là, c'est une pure question de vocabulaire. Et vous pouvez légitimement trouver que le vocabulaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est de comprendre le fond des choses et pas forcément les mots pour les désigner. Mais en fait, peut-être vous êtes aussi aperçu du fait que les mots aident à comprendre. Donc en fait, si je vous pose ces questions-là, c'est pas forcément pour vous sanctionner si vous vous souvenez plus que c'est idempotente, nilpotente, involutive. C'est plutôt pour vous aider à comprendre ces notions de façon concrète en mettant dessus des mots, et des mots dont l'étymologie est très parlante. Hein, l'étymologie de idempotente, nilpotente, involutive est suffisamment parlante normalement pour en comprendre le sens et même donner du sens, et même, disons, je sais pas, le fait d'associer les notions abstraites à des mots plus concrets, ça peut vous permettre de comprendre les concepts. Bon, j'arrête de blablater, je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse est nilpotente. Je viens de m'apercevoir que la question est un peu bête puisque c'est lié, fortement lié au slide précédent. Mais je pense que j'ai dû remanier lors de mes slides. Donc on l'a déjà vu dans le slide précédent, cette matrice. Hein. C'est parce qu'en fait j'ai rajouté ce contre-exemple dans un deuxième temps. Bon, du coup sur la version en ligne, j'ai légèrement modifié la matrice. Enfin la question reste dans le même esprit. On passe à la question suivante. Que vaut le rang de cette matrice, matrice 4, 4, sachant que les coefficients A à F
sont tous non nuls. D'accord. Donc tout ce bloc-là est constitué de coefficients non nuls. Que vaut le rang? C'est une question qui devrait vous paraître très facile. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Le rang vaut 3, et en fait, pour justifier que le rang vaut 3, il suffisait que les coefficients A, D, F soient non nuls. Hein, cette matrice-là, elle est en quelque sorte échelonnée plutôt en ligne, hein, puisqu'on a fait apparaître des zéros dans les colonnes sous les coefficients, sous les pivots A, D, F. Et il y a 3 pivots non nuls, le rang vaut 3. Bon, pour plein de raisons, on l'a déjà vu au début de ces tests sur le chapitre matrice. Et on passe à la question suivante. La question suivante, c'est quel est le rang de la matrice A au carré? Donc A fois A, toujours pour la même matrice A, toujours sous les mêmes hypothèses. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Et voici la réponse. Et en gros, il y a 2 justifications possibles. Une justification, après tout, peut-être la plus simple, c'est carrément de calculer à la main hein, la matrice A2. Et à ce moment-là, la matrice A2, vous verrez explicitement qu'elle a cette forme-là avec ces 2 coefficients D fois A et F fois 2 qui sont non nuls. Et donc la matrice A2 est de rang 2. Donc la réponse, c'est 2. Et puis la forme de cette matrice A2, vous pouvez aussi la justifier en regardant explicitement les images des 4 vecteurs de base, d'abord par A, puis par A2. Donc voilà pour epsilon 1, voilà pour epsilon 2 qui est envoyé par A sur petit a epsilon 1, puis du coup par A2 sur 0, voilà pour epsilon 3, et voilà pour epsilon 4. Et donc vous obtenez la forme ci-dessous sans faire de produit matriciel explicite. Les deux sont possibles. En tout cas, la réponse, c'est que le rang de A au carré vaut 2. Question suivante. Eh bien, la question suivante, c'est le rang de A3. Je vous laisse, sous les mêmes hypothèses, je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Ben, le rang vaut 1 et vous pouvez raisonner comme à la question précédente, mais en fait il y a donc 2 manières, soit en calculant explicitement le produit A3, c'est-à-dire A2 fois A, ou bien A fois A2, explicitement vous trouverez ça, ou bien vous pouvez regarder à la main les images des différents vecteurs de base quand vous faites 3 fois la transformation A, et quand vous faites ça, vous voyez que le seul vecteur qui ne va pas être envoyé sur 0, c'est le dernier vecteur, et qui va être envoyé sur f fois l'avant-dernier plus blablabla par A. Du coup, quand on réapplique A sur d fois l'avant-avant-dernier plus blablabla, puis quand on réapplique A sur, excusez-moi, c'était df là, parce qu'on multiplie par d, puis ensuite on multiplie par A sur le vecteur epsilon 2. Quand on réapplique une 3 fois A, ça l'envoie sur, on multiplie par A et on l'envoie sur le premier vecteur de base, d'où la matrice A3. Enfin, je suis en train d'essayer de justifier que la forme de cette matrice A3, on peut la retrouver en gardant l'action de A sur les vecteurs de base sans forcément faire le produit matriciel. Mais les 2 méthodes sont valables, hein, bien sûr. Et on passe à la question suivante, qui est la dernière question de cette partie. Et dans cette question, on vous propose 2 formules possibles pour l'inverse du produit AB. Est-ce que c'est A-1, B-1, ou est-ce que c'est B-1, A-1, ou est-ce que c'est les deux, ou est-ce que c'est aucune des deux? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Ben, la réponse, c'est AB-1 égale B-1, A-1, donc c'était la réponse 2, hein, la bonne. Voilà. Et la justification, elle est ci-dessous. En fait, ce n'est pas du tout une justification propre au chapitre d'algèbre linéaire. La question, on aurait pu y répondre dès le chapitre fonction. Hein, quand vous prenez l'inverse de la composée de 2 applications G puis F, c'est-à-dire F rond G, eh bien, dans l'autre sens, il faut faire F-1 puis G-1, c'est-à-dire G-1 rond F-1. Et quand vous traduisez ça en termes matriciels, c'est ce qui est indiqué en gris clair ici, ben vous obtenez l'assertion 2. Et c'est fini pour cette
partie des tests. Rendez-vous dans la dernière vidéo.